Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur l'abbé. Nous reprenons la série des petits topos. Jusqu'à présent, je vous ai quasiment toujours parlé du petit enfant. Le but étant justement de bien marquer les lignes conductrices de la petite enfance en vue de préparer l'adulte. Et je vous ai expliqué combien il était important de ces premières années, combien elle fabriquait le moule dans lequel ensuite on pourrait verser le miel, voire la gelée royale. Et donc je vais avancer en fait en âge. C'est-à-dire que je vais vous parler cette fois-ci de la tranche d'âge d'enfants de 7 ans à 12 ans. Puis nous verrons la prochaine fois la tranche d'âge suivante, c'est-à-dire l'adolescence. Parce qu'il y a vraiment des méthodes d'éducation un peu différentes qu'il faut adapter avec la croissance de l'enfant et sa psychologie. Donc avant 7 ans, vous avez un enfant qui est plutôt faible, plutôt un petit peu grassouillé, les jambes qui sont un petit peu courtes et potelées, qui s'infléchissent sous le poids du corps. Il marche en dandinant, il est maladroit, il chute souvent. Voilà, il fait des petites mimiques buccales, en fait, il est tout ventre. Voilà. D'ailleurs, on voit bien, les petites filles ont un petit ventre tout rond. Comment vous dire, l'abdomen est plus important que le thorax. On voit bien cette petite rondeur, si vous voulez, autour du ventre. Voilà. Ça correspond d'ailleurs aussi à une petite faiblesse que les petits garçons, dit-on, sont souvent un petit peu plus malades avant l'âge de 7 ans. Donc voilà, si vous avez des enfants qui sont davantage les garçons, mais si vous avez des enfants qui sont un peu malades jusqu'à 7 ans, il ne faut pas s'inquiéter, ils ne seront pas malades comme ça toute leur vie. Ils développent des défenses immunitaires après 7 ans, justement, voilà, ça se disait avant, je ne sais pas, ça ne se dit plus maintenant, mais voilà. Donc à 7 ans, il y a une métamorphose, une véritable métamorphose. Le corps s'étire, la poitrine s'élargit et s'allonge, les poumons s'amplifient et s'emplissent de davantage d'air, voilà, et repoussent les viscères. Le cœur et les gros vaisseaux dilatent leurs cavités et on observe un renforcement des parois musculaires. Le sang devient plus rouge, plus chaud, et le petit bonhomme à sang blanc, petit bonhomme ou petite fille, hein, c'est un terme générique, hein, à sang blanc devient un petit garçon ou petite fille à sang rouge et plus chaud. Vous voyez, le système lymphatique et ganglionnaire se développe. Et par contre, le typhus entre en régression. Voilà, la première dentition tombe. Alors, le typhus, c'est voilà, c'est un réseau complexe qui permet de se défendre contre certaines maladies, voilà. La dentition commence à se renouveler, la croissance des os se ralentit un petit peu, fait une poussée, puis après ça se ralentit. La moelle se teinte de jaune, elle est donc plus active dans l'immunité. Le tronc s'étend, grandit plus vite que les bras et les jambes, voilà. Et l'enfant donc acquiert souvent à ce moment-là une plus grande vitalité. Il est plus bruyant, plus remuant. Il est aussi plus endurant. Et puis il a une bonne résistance musculaire et nerveuse. Et il aime les jeux qui sont générateurs de plus d'émotions. Il lui est difficile de se contenir. Difficile de tenir immobile à son travail, à la messe, il a plus de mal, hein, donc ça il faut le savoir et en tirer parti, quoi. On verra comment on peut justement essayer de calmer cette énergie. Et l'enfant aussi, alors on a l'impression d'avoir un petit adulte miniature, parce que quand il parle, il commence à se rapprocher de l'adulte. Il commence à avoir des réparties,
qui sont presque voilà, des réparties d'adultes, qui sont surprenantes pour son âge. Et c'est là qu'on a des parents qui s'extasient devant leur petit génie. Or, il faut faire attention parce que c'est une personnalité de surface. Il attache en fait une autre importance et une autre signification aux gestes et aux mots qu'il utilise que ce que nous apportons nous. Avant, le cercle familial lui suffit complètement. À partir de cet âge-là, à peu près bien sûr, hein, à peu près, ça dépend des enfants, le cercle familial, il a besoin de camaraderie, il est attiré vers les animaux. Voilà, il cherche, il est curieux des animaux, de la vie en fait. Il cherche à partager ses goûts avec les amis du même âge. Voilà, et il devient même pas parfois et même souvent inconsciemment assez cruel. Donc il y a des choses auxquelles il faut faire attention et canaliser. C'est un actif, donc c'est pas un contemplatif. Il a peu de goût esthétique à cet âge-là. L'enfant est un petit peu plus léger, plus superficiel. Mais il faut pas déterminer sa personnalité. Il faut pas penser que cet âge-là est déterminant de son caractère. Vous voyez, c'est une personnalité de passage. C'est l'âge où le garçon rêve d'être un soldat, enfin tout ce qui fait du bruit, qui a de la couleur, etc., qui est haut en couleur et en commandement. Il rêve d'être soldat, pompier, d'être policier, d'être pilote d'hélicoptère. Voilà. Les enfants, particulièrement les petits garçons, mais même les petites filles aussi, ils deviennent plus intrépides. Et en même temps, ils deviennent aussi plus adroits. C'est-à-dire qu'ils sont acrobates, ils sont agiles, ils font des choses que un jeune adolescent parfois n'arrive pas à faire. Oui. Et ils n'ont peur de rien. Et d'ailleurs, cet âge-là, il est plus rare qu'ils se blessent gravement. Ils se blessent, hein, il n'y a aucun problème, parce que justement, leur activité débordante amène voilà, coups et blessures, mais c'est rare que ce soit grave. J'ai vu des choses même surprenantes, des enfants passer à travers des verrières, faire des chutes à cet âge-là, quasiment rien, quoi, quasiment rien, une petite plaie, quelques points et puis c'était réglé, voilà. À cet âge-là, ils commettent aussi des petits larcins. Ça correspond à cette curiosité qui se développe sur leurs propres limites, et sur leur entourage. Donc ils font des petits larcins pour leurs expériences. Il vaut mieux, bon, bah, bien sûr, il faut donner un coup d'arrêt à ce genre de petites choses, bien sûr, il faut gronder, mais c'est un âge où il faut surtout veiller à cette énergie, elle est là et donc le but, c'est plutôt de l'exploiter, de la canaliser que de la brimer. Donc il vaut mieux transformer toute défense purement négative en commandement positif. C'est l'âge de l'entraînement. Il faut entraîner ses enfants, il faut voilà. Et c'est l'âge où les parents doivent être jeunes. Il n'est pas normal à cet âge-là que l'enfant soit tranquille tout le temps dans son coin en train de lire, silencieux. Voilà, il est plein d'élan. Il ne faut pas briser cet élan, il faut le diriger. Il faut utiliser cet âge en fait pour l'aider à vaincre un défaut qui va se développer à ce moment-là, qui est la paresse. J'y reviendrai un petit peu. Donc, c'est l'âge où il se lève seul, il se lave, il s'habille, il range ses affaires tout seul, ses cahiers, ses jouets, enfin bref, toute sa chambre, voilà. Il faut qu'il le fasse avec élan, avec le même élan qu'il apporte à ses activités joyeuses. Donc de 7 à 12 ans, les habitudes bonnes ou mauvaises trouvent un terrain de choix. Et c'est à cet âge-là, si vous voulez, qu'elles s'enracinent profondément. C'est pour ça que sur la deuxième partie de cet exposé, je traiterai des défauts dominants, parce que c'est à cet âge-là qu'on travaille davantage, qu'on est vigilant à ces défauts dominants, justement. On acquiert des habitudes techniques,
hein, comme la lecture, l'écriture, voilà, qui sont bien ancrées, mais aussi le dessin, la musique, des aptitudes manuelles, heu, voilà, le vocabulaire même des langues étrangères, hem, la manipulation des grandeurs numériques, de la géométrie. Voilà. Les progrès en matière d'apprentissage sont obtenus par une sorte, je vais vous surprendre, une sorte de dressage, de mécanisme, si vous voulez, extérieur. Ils sont obtenus par la répétition plus que par la réflexion. Heu, ils sont obtenus par, l'affirmation plus que par la persuasion, par le raisonnement. Ils sont obtenus plus par l'autorité que par la libre activité. Voilà, donc c'est un âge où on va développer principalement 2 choses, hem, la persévérance et la loyauté. Parce que c'est l'âge où on forme la volonté, c'est-à-dire la virilité dans dans l'action. Heu, vouloir, c'est conduire sa liberté avec sa raison. L'enfant a passé l'âge de raison, et donc on lui apprend à fixer son but vers le vrai, vers le bien et surtout à s'y maintenir avec constance. C'est la difficulté qu'on rencontre entre 7 et 12 ans, c'est la constance, la persévérance. Hem, voilà, à ce prix, on est un homme de devoir, un homme de caractère, un homme libre et fort. Il faut faire une grande différence. Là, je fais une petite parenthèse, entre quelqu'un qui est déterminé et quelqu'un qui est buté. Heu, le vous avez des enfants têtus. Le têtu, c'est un faible qui se raidit. Je dirais même parfois c'est un imbécile qui se raidit. Donc, par exemple, quand vous avez un enfant qui se bute sur quelque chose, il faut tourner un petit peu en dérision la chose, sauf s'il est trop sensible de ce côté-là. Alors dans ce cas-là, il faut lui dire: «Oh, faut passer au-dessus, on s'arrête pas à ça» et cetera. Il faut le tirer par le haut, vous voyez? Il faut éviter que l'enfant se bute. Le c'est aussi un âge où l'enfant peut se mettre à bouder dans son coin pendant, 2, 3, 4, 5 heures. Bon, c'est peut-être pas bon pour tous les enfants, mais une des techniques, c'est de se moquer un peu de ça, hein. On les appelait les petits boudins, hein, ceux qui boudaient. Voilà, se moquer un petit peu, ridiculiser, pas trop non plus, il faut pas ridiculiser, il ne faut pas que l'enfant se sente, heu, méprisé, vous voyez? Mais il faut qu'il sente que son attitude est ridicule, voilà. Et par contre, donc on le laisse tomber, on le laisse dans son coin, il boude, il est ridicule, tant pis pour lui, voilà. Et on continue à jouer, à faire ce qu'on a à faire et cetera de notre côté. Et quand l'enfant revient, on lui fait pas de petits sermons, hein. C'est un âge où les petits sermons ne portent pas. Il revient, il se joint au jeu, il se joint à l'activité, il se joint à la vie de tout le monde. On les réaccueille avec le sourire, comme si de rien n'était. La vie reprend. Voilà. Heu et il ne faut pas laisser s'enferrer l'enfant en revenant vers lui en disant: «Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu boudes?» Non, 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 rien du tout, pas de pitié là, vous voyez? Il faut essayer vraiment de casser cette petite, c'est parce que vous avez des adultes ensuite qui se mettent à bouder pendant des jours et des jours, vous voyez? C'est invivable, invivable. Et donc c'est des gens qui ne communiquent plus sur leurs problèmes, qui c'est, voilà, c'est la différence entre le fait d'être quelqu'un de déterminé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va maintenir un effort, maintenir le cap sur un certain temps, alors que celui qui est têtu, il maintient un refus sur un certain temps. C'est pas la même chose. Heu, quand les enfants ne se sentent pas tenus par une autorité vigilante, ferme, énergique et surtout constante à cet âge-là, ils deviennent facilement des entêtés, des brigands ou des tyrans. Donc, j'essaierai faudrait que j'y revienne. Je ne sais pas si je l'ai assez développé dans mes notes. Hem, cette autorité doit être vigilante. C'est un âge qui va beaucoup vous prendre. Vous allez peut-être être surpris, vous allez vous dire: «Oh là là, on espérait qu'il ait plus d'autonomie, donc nous-mêmes, nous serons un peu plus libres, on peut lui faire confiance». Oui, oui, on peut lui faire confiance. Mais
Ne jamais relâcher sa vigilance. Voilà, parce que c'est l'âge, petit âge où s'ancre et de plus en plus, avant il s'ancrait des bêtises à partir de 12 ans, maintenant c'est beaucoup plus tôt, c'est vraiment dans la tranche 7-12 ans. Et c'est vraiment et il faut, oui, ils font plus de choses seuls et cetera, mais vous devez interrompre vos activités pour aller voir ce que font vos enfants. Quand ils sont, bon, j'y reviendrai, par exemple sur la pureté et tout ça, voilà. Et vous n'aurez pas de temps tranquille pour vous. Ce sera toujours entrecoupé et il faut l'accepter tout de suite parce que c'est l'abnégation. Voilà. Alors vous avez des enfants qui donnent des grands coups de travail, qui ont de grandes générosités et puis peu après, pour d'autres choses, ben, il y a de la nonchalance ou il y a de ce que vous pourrez trouver être de l'égoïsme. C'est strictement le contraire de la volonté. Il faut pas se tromper dans l'analyse. On a des enfants qui font des efforts, des gros efforts d'un coup, sur la vertu, sur le travail, sur leur caractère et puis pouf, ça ne dure pas et à nouveau on retrouve ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il vaut mieux un enfant qui s'impose moins de choses, au point de vue travail, au point de vue générosité, mais qui soit constant dans ce qu'il fait, qu'il tienne, qu'il tienne le cap. Le fait d'être capable de faire des efforts physiques importants, hein, le garçon qui aime beaucoup, aller tronçonner avec, enfin débuter du bois avec son papa ou bien, bricoler avec son papa, faire des choses qui sont vraiment physiques et cetera, ça lui plaît. Il y a aucun effort de volonté quand ça plaît. Il y a de l'enthousiasme. La volonté commence à s'exercer quand il y a un petit peu de contrariété, de lassitude, ou bien de dégoût à faire quelque chose, sans que ce soit du dégoût, en tout cas moins d'enthousiasme. Voilà. Donc ne pas se tromper sur ce qu'on appelle véritablement la volonté. La volonté, à cet âge-là, elle est dans la persévérance. C'est d'ailleurs la persévérance qui permet de créer de grandes œuvres et de réaliser des tâches nobles. Donc, il faut favoriser les activités qui nécessitent éventuellement une réalisation de plusieurs jours. Par exemple, ce qui est bon à cet âge-là, c'est pour les garçons, mais même pour les petites filles, je trouve. Enfin, pour les petites filles, on peut faire de la couture. Pour les garçons, du mécano. Mais des boîtes de mécano qui permettent, qu'on est obligé de réaliser sur plusieurs jours. Vous voyez, on s'y tient. Ou bien on réalise avec son papa, les abris de fond de jardin, vous savez, ces cabanes en bois là à cet âge-là, on fait une cabane en bois avec son garçon, c'est merveilleux, vous voyez? C'est l'âge où Baden-Powell a inventé le scoutisme, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est l'âge où on a besoin de faire sa cabane dans les arbres et cetera et il faut aider votre enfant à faire ça. Il faut lui donner de la ficelle, il faut lui montrer les nœuds, il faut l'aider à faire ça sur plusieurs jours, qu'il construise quelque chose qui a de l'allure quoi, qui tient et qui va tenir, sur plusieurs années, vous voyez? Hem, voilà, les petites filles, elles font des travaux de couture, il faut qu'elles s'y tiennent sur plusieurs jours. On y revient, voilà, on fait une petite jupe, on fait l'ourlet à la main, les premiers travaux de broderie, par exemple, qu'il faut faire sur plusieurs jours, vous voyez? Heu, voilà, ces petites choses techniques qui maintiennent, des jeux qui supposent de la sagacité et de la ténacité. Hein, alors il y a une foultitude de jeux que vous, jeunes mamans, vous connaîtrez bien mieux que moi parce que ça s'est beaucoup développé. Donc essayez de trouver ça, voilà, c'est là, je trouve, où c'est bien d'apprendre le jeu d'âme, le jeu d'échecs qui est un petit peu long, voilà. Hem, heu, alors à l'école, comme ailleurs d'ailleurs, attention aux parents qui sont plus sensibles au succès qu'à l'effort. Vous avez beaucoup de parents qui ne suivent je vais être très dure, hein, mais qui ne suivent pas assez leurs enfants et qui se contentent de regarder le carnet de notes. Et ils félicitent s'il y a des bonnes notes et ils dénigrent s'il y a des mauvaises notes. C'est vraiment le contraire qu'il faut faire. C'est exactement le contraire. Il faut suivre parce que si vous voulez, si vous faites ça, c'est une grande injustice.
au profit des habiles, des chanceux et des tricheurs. Et vous développez en fait ces défauts-là. Donc il faut au contraire suivre son enfant de près, il faut l'aider à travailler. Si vous le laissez un petit peu faire un exercice tout seul, faire quelque chose tout seul, vous regardez quand même que ce soit bien fait, proprement, jusqu'au bout. Mais et ce qui est important, c'est que sur 1, 2, 3 semaines et cetera, il y ait des progrès, vous voyez? Votre enfant vous ramène une dissertation désolante. Imaginez, désolante, bourrée de fautes et cetera. Bien, vous la lisez entièrement et c'est bon, il est puni, hein, il a sa mauvaise note, il en a pris pour son grade, il sait très bien à quoi s'en tenir, hein, il y a pas de problème. Eh bien, il a besoin d'encouragement. Alors, vous êtes vigilant, vous regardez dans le détail et ce qui est bien, c'est d'arriver à faire, heu, un compliment général et un compliment particulier. Ne pas le parce qu'il faut pas le tromper, la dissertation n'est pas bonne. Donc on va pas le couvrir de compliments, hein, pour essayer de lui redonner du courage. On va, par exemple, souligner que, la telle transition est bien faite ou il a eu une bonne idée à cet endroit-là. L'argument est intéressant, l'idée est belle, voilà. Et puis un compliment particulier. C'est-à-dire ça veut dire qu'il faut que vous regardiez quels sont les par exemple en orthographe, les points faibles ou en analyse en grammaire, en accord grammatical par exemple. Vous regardez les points faibles de votre enfant, même si par chance, c'est pas grave, par chance, il a écrit correctement un mot qui était faux sur une copie précédente ou sur sur un devoir précédent. Et ben là, vous mettez exactement le doigt dessus tout de suite. Et dire: «Regarde, cette fois-ci, tu as réussi à écrire ce mot-là, ben c'est quand même merveilleux. D'habitude, tu te trompais toujours» et cetera. Ça va donner 80 de chance à l'enfant de ne plus faire la faute. Parce qu'on progresse quand même beaucoup, en voyant qu'on est capable de faire des progrès. Hein, la confiance en soi joue énormément dans le progrès de l'enfant. Que les parents ne fassent pas la version latine de l'enfant à sa place. C'est très important parce que vous abîmez chez lui l'idée de justice, vous abîmez chez lui l'idée d'honnêteté et même vous lui retirez un peu de son honneur. Heu et vous l'habituez, si vous voulez, à recevoir de faux honneurs, de fausses gratifications. C'est la base d'un mensonge, hein. Heu et en plus, vous lui enlevez la possibilité de voir ses efforts récompensés au prochain devoir ou au prochain contrôle. Alors, moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois, de prendre sur moi, de dire à l'enfant: «Bah, tu ne fais pas tout le travail». Voilà et puis on met un petit mot dans le cahier, en plus, en disant: «Écoutez mon enfant, ça a été très difficile de pouvoir traduire les premières phrases et je me suis permis de lui dire de s'arrêter à tel endroit». Voilà, voilà et vous en discutez avec l'enseignant et enfin, je ne connais pas de cas où ça ait fait problème. Dans la mesure où il y a pas d'abus, où c'est justement pour que l'enfant puisse faire alors je dis pas qu'on n'aide pas l'enfant à faire sa version latine, mais on la fait pas à sa place. On lui pose les questions et le but de vos questions, c'est toujours de développer des automatismes. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Encore à cet âge-là, hein, enfin surtout même à cet âge-là, de 7 à 12 ans, c'est il y a vraiment encore la mémoire de travail qui est très importante. Ah oui, alors je voulais vous développer ça. Il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire de travail et la mémoire à long terme. La mémoire de travail est plus utilisée et développée dans le petit âge et plus l'enfant grandit, plus il va développer sa mémoire à long terme. Heu La mémoire de travail, c'est celle qui permet c'est la mémoire à court terme, si vous voulez, qui permet, sur, une petite leçon de 4-5 lignes, de pouvoir, en la lisant 3 fois, de pouvoir la réciter le soir, hem et après un bon sommeil. Vous savez que le sommeil fixe la mémoire, hein, je vous l'avais dit, c'est très important que l'enfant dorme suffisamment, il saura bien ses leçons et surtout qu'il n'ait pas vu de vidéo. Hein, je connais un parent qui est de très bons parents. Le papa avait voilà, éloigné son enfant des écrans vidéo jusqu'à l'âge de c'est passé à quel âge? Il était en
en secondes, en secondes. Et il lui a permis de regarder des courtes vidéos le soir. Mais il a tout de suite vu que le lendemain, les leçons étaient moins bien sues. Même parce que le cerveau ne peut pas tout gérer, en fait. Dans les vidéos, il y a tellement d'images à engranger que forcément que ce qui est sans image va graver moins facilement, passe derrière. Voilà, donc l'enfant apprend facilement dans le petit âge par la mémoire, cette mémoire courte, si vous voulez, cette mémoire de répétition qui est assez courte, qui fixe rapidement, mais qui ne retiendra pas. Vous demandez à un enfant de 7-8 ans au 2e trimestre de réciter la leçon du début du 1er trimestre, bah, souvent il ne peut pas la réciter. Hein. Voilà. Et petit à petit, en grandissant, se développe la mémoire à long terme, qui est une mémoire d'organisation, j'ai envie de dire. C'est une mémoire intelligente parce d'elle-même, elle trie et elle fait rentrer l'information dans la case exploitable. C'est une mémoire qui fonctionne par association d'idées et par hiérarchie d'idées. Donc ça suppose déjà qu'il y ait un certain nombre d'informations qui soient rentrées dans la mémoire pour pouvoir avoir compris les cases, l'organisation de ces cases. Voilà, c'est de la façon dont vous, enfin c'est pas entièrement déterminant de ça, mais la façon dont vous faites travailler l'enfant de 7 à 12 ans, lui donnera plus ou moins de facilité à poursuivre ses études. La façon dont l'enfant peut vous aider l'enfant à travailler, que l'enfant peut travailler et acquiert facilement, enfin plus ou moins rapidement, facilement c'est pas grave, ça peut être difficile, mais acquiert complètement les bases dans le petit âge permettra à l'enfant certainement d'aller jusqu'au bac sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Certainement d'aller jusqu'au bac, même si ça doit être difficile. Mais là, ce que vous ancrez entre 7 et 12 ans lui permettra d'aller plus loin que le bac. Vous posez vraiment les bases, les bases de ce prolongement, vous voyez. C'est l'âge d'ailleurs où il faut avoir, pour favoriser cette mémoire, il faut avoir des discussions riches. Faites attention à votre vocabulaire. Alors, les discussions, vous pouvez les développer pendant les repas. Il y a des petits trucs, c'est-à-dire que vous utilisez les repas pour revenir sur un point de principe, pour développer des choses, pour expliquer, hein, sur le mode de l'explication et pas sur le mode du sermon, de la réprimande, voilà. C'est là, si vous voulez, où quand on a des parents grincheux, d'un esprit un peu vieux, un peu répétitif, ou des parents un petit peu las, vous voyez, ça ne porte pas. Il faut des parents joyeux, enjoués, qui entraînent leurs enfants. Pendant les repas, vous pouvez aussi décider de traiter d'un thème. Moi, il m'est arrivé de noter sur un petit papier, dans la semaine, il faudrait qu'on arrive à traiter tel thème et tel thème, parce que je vois que il y a une phrase qui a été dite qui correspond à une façon de penser qui n'est pas bonne, parce que ça a été entendu à l'école ou mal répété ou je ne sais quoi, ou bien que ça vient de l'enfant lui-même. Hop, on revient sur le point et hop, on discute de ça à partir d'un exemple. On peut utiliser, un sujet d'actualité sans trop, hein, parce qu'il ne faut pas que l'enfant pense que la vie, c'est d'être collé aux actualités, hein. La vie, c'est d'être collé à ce qu'on fait, c'est d'être à ce qu'on fait soi. On s'occupe d'abord de notre devoir d'État avant d'aller s'occuper de la politique ou de l'international. Mais on peut utiliser une conversation ou ce qu'on a vu, un livre qu'on a lu, voilà, pour enrichir les enfants dans leur jugement, dans les informations, voilà, susciter leur curiosité, développer leur curiosité dans des domaines où ils sont pas encore assez ouverts, voilà. Et même pendant les activités, on a parfois des discussions très intéressantes avec les enfants.
à partir de n'importe quoi, de la façon dont l'eau s'écoule en rond dans le fond de la baignoire. Ça permet de parler de la façon dont la terre tourne ou le ciel tourne, on ne sait pas très bien, mais voilà, il y a tout un sens et ça permet de dire que tout est fait, Dieu fait tout avec ordre, poids et mesure, et ça permet de montrer la beauté du monde, oui. Pour aider à la mémorisation aussi, parce qu'on a, à cette génération encore davantage, des problèmes de concentration. Alors, qui sont certainement moindres dans nos familles, parce qu'il y a moins d'images et il y a moins d'informations tous azimuts. Mais voilà, il faut aider l'enfant à se concentrer sur certaines choses, à un univers qui ne soit pas trop large, bien qu'il s'élargisse à cet âge-là, hein. On peut utiliser le tableau blanc pour l'orthographe d'un mot. Alors, le mieux, c'est que ce soit l'enfant qui écrive le mot, avec un petit dessin à côté. Vous faites un petit dessin humoristique à côté, un croquis, hein, on n'a pas besoin d'être très bon en dessin. Faites un croquis, voilà. Vous pouvez l'aider aussi à créer un acronyme. Je pense par exemple au cycle de l'eau, précipitation, ruissellement, évaporation, condensation. Bah, c'est le PREC. Voilà, vous pouvez l'aider lui-même à créer ses propres acronymes pour s'aider à apprendre. Voilà, vous le soutenez dans son travail scolaire. C'est un âge où il a besoin d'être soutenu, vraiment. Il a besoin que vous soyez là, que vous l'encouragiez, que vous voyez ses progrès, parce que lui, il ne les voit pas. Il vit au jour le jour, il n'a pas de recul. Et puis, c'est toujours cet âge quand même où on se voit beaucoup à travers ses parents. Voilà. L'enfant qui a des difficultés, je ne sais pas s'il est bon de faire beaucoup d'exercices en plus, hein. Il ne faut pas le submerger, mais par de façon ludique, la traduction d'un petit mot, par exemple. Hop, à un moment, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça au fait? Ou des choses comme ça, par des petits jeux. Essayez de trouver des petits jeux, des jeux de vocabulaire, des jeux de voilà, pour l'aider à mémoriser, à réfléchir, etc. Et puis, il faut montrer à l'enfant que ce qu'on exige de lui est raisonnable, réalisable et en plus que c'est utile parce que c'est un âge d'activité, il faut montrer que c'est utile, qu'il en a besoin, voilà. Il faut le passionner pour son travail et pour ça, vous devez vous y intéresser. Alors c'est difficile quand on a des familles nombreuses avec des âges différents et cetera, mais c'est vraiment l'âge où il ne faut pas lâcher. Le travail doit être terminé, soigné. Il faut aboutir. C'est une devise, je ne sais plus qui, il faut aboutir. Vous ne pouvez pas tolérer que le travail soit inachevé. Et pour cela, et là, c'est vraiment, ça relève de vous. Vous devez organiser vos journées à vous pour être totalement libre le soir pour vos enfants. Et pour votre mari, mais au moment du travail des enfants, de la douche, etc., il faut que tout soit organisé. C'est plus le moment, normalement, c'est plus le moment de faire le repas, c'est plus le moment vous voyez? Il faut que les choses puissent, se faire facilement pour que l'enfant, voilà, puisse apprendre dans de bonnes conditions, sans précipitation, et cetera, voilà. Donc il faut que la soirée soit organisée et parfois on a besoin, il y a plus de travail, surtout vers 10-12 ans, on commence à rentrer au collège. Il faut organiser la semaine pour que dans le week-end, l'enfant ait le temps de revoir ses leçons. Vous devez l'aider à gérer son emploi du temps à moyen terme, vous voyez, sur la semaine. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes de répartition de travail. Vous avez des enfants qui ont du mal il y a beaucoup de travail un soir, moins l'autre soir, et cetera. Et puis il y a des enfants qui ont du mal à apprendre telle ou telle leçon, dans telle matière, par exemple. Eh bien, ce qui est bien, c'est de l'aider. Vous faites le point et vous regardez les soirs où il a moins de travail, vous le faites s'avancer. Le fait de s'avancer, c'est vraiment un atout extraordinaire parce que la mémoire a eu le temps de s'ancrer. Quand il y revient, on a déjà gagné. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est l'organisation qui aide la mémoire, qui aide la réussite. Donc c'est vraiment l'organisation qui est à l'origine et l'enfant à cet âge-là a encore
du mal à s'organiser de manière indépendante. Quand vous lui aurez vraiment montré, comment s'organiser, même par un petit tableau, hein, mais c'est pas suffisant. Votre vigilance ne peut pas lui laisser une totale confiance. Vous êtes là pour dire: «Tu as vu ça?» et cetera. Voilà, voilà. Et il faut arriver, la délicatesse, c'est d'arriver à le faire sans être pesant. Parce que comme c'est un âge, comment dire? Prime-sautier, il faut pas être pesant sur l'enfant. Heu, voilà, enfin, surnaturellement ou bien en matière de qualité, voilà. Il faut fixer à l'enfant un but précis, réel, qui est à sa portée. Heu, alors je pense à la croisade eucharistique qui est vraiment un moyen, merveilleux là pour faire progresser l'enfant. Ça prépare des saints. On donne des exemples comme Anne de Guigné, Guy de Fongalan là, qui sont des enfants justement. Il y a et d'autres auxquels, vous pensez et que j'oublie, voilà. Hem, c'est un bien incroyable que la croisade eucharistique développe dans l'âme des enfants. Hem, il y a tellement d'exemples d'âmes qui ont été changées par les croisés, par le témoignage des croisés, vous voyez? Heu et c'est l'âge où les enfants ont de grandes ambitions dans le cœur. Ils ont un amour ardent et un enthousiasme pour Dieu, pour le bien, vous voyez? Pour la justice, pour le grand, pour le bien. C'est vraiment on sent le page poindre sous le chevalier, vous voyez? Hem, l'enfant à cet âge-là sera très sensible à la justice. Certaines petites filles, mais je dirais surtout les petits garçons, parce qu'ils devront être des chefs. Hem, voilà, si vous avez, et ça arrive souvent quand même, vous avez, dans la même situation, hem, vous devez sanctionner un enfant de manière différente. Il y en a certains qu'on va sanctionner par une réprimande, d'autres qu'on va sanctionner plus durement pour à peu près la même situation. Et mais il faut expliquer à l'enfant de 7 à 12 ans. Vous voyez, je vous disais dans le petit âge, n'expliquez rien. Faites-vous obéir par, voilà, par déclinaison d'autorité de Dieu et par confiance. Là, c'est un peu différent. Il ne faut pas heurter, l'idée qu'ils se font de la justice, de l'honnêteté, de la droiture, vous voyez? De ces vertus-là et puis ces qualités. C'est l'âge où on offre alors aux garçons, on leur offre un chapelet de combat, hein, qu'ils peuvent porter tout le temps sur eux et cetera, ou un disonnier de combat. Ils le font eux-mêmes, leur disonnier, hein, ou les petites filles font eux-mêmes leur chapelet ou leur disonnier. C'est bien plus beau que quelque chose qui est tout acheté, vous voyez? Les petits garçons, on leur achète une boussole, on leur achète un Sacré-Cœur. À 11 ans, on leur achète un petit couteau, vous voyez? Les petites filles, on leur achète des recettes de cuisine, des carnets de chant, ou on leur fait on monte des petits carnets avec elles de recettes de cuisine, c'est encore mieux, hein, et de carnets de chant quand on fait soi-même, hein. C'est l'âge où vous pouvez aussi, ça les enfants aiment beaucoup ça, vous leur mettez des petits mots, heu, sous leur oreiller ou sur leur bureau, de belles phrases. Vous voyez? À partir de 11 ans. De 11 ans à 14 ans, c'est l'âge où voilà, et heu et je connaissais même, voilà, c'est peut-être plus féminin, une jeune fille qui avait un cahier où elle notait toutes les belles phrases par thème, vous voyez? Heu et elle les apprenait en citation pour pouvoir les dire ensuite plus tard à ses enfants. Voilà. Donc persévérance et loyauté. Voilà, c'est, utiliser cette volonté de l'enfant qui est une volonté de conquête. À cet âge-là, se sent capable de conquérir le monde. Donc vous devez l'aider à se conquérir lui-même. Mais surtout apprenez-lui la persévérance pour lutter contre la paresse et le travail loyal pour lui donner le sens de l'honneur. Voilà, et autre chose qu'il faut former, c'est la formation à la maîtrise de soi. Cicéron disait, alors c'est un petit peu exagéré, mais l'homme qui se maîtrise est semblable à Dieu. Si vous voulez, ça c'est véritablement vous-même, vous avez toujours, nous avons toutes, et en tant qu'éducatrices, de gros efforts de maîtrise de nous-mêmes à faire sur nous.
En tant qu'épouse aussi, forcément, il y a des moments où c'est plus dur, voilà. Et donc là, c'est véritablement, vous voyez, vous forgez le socle de l'adulte. Heu et ça vous permet de lutter contre les tendances égoïstes et sensuelles. Et donc c'est l'apprentissage de l'ascèse. Donc j'y reviendrai un petit peu, mais avec les défauts dominants. Mais voilà, donc il faudra veiller à la nourriture devrait être, je trouve que c'est là où il faut simplifier la nourriture. Vous voyez? On fait pas des gâteaux tous les jours. Il faut être capable de se contenter d'un bon fruit en dessert, vous voyez? C'est très bien. Une nourriture saine, mais pas compliquée, pas trop soignée, vous voyez? Et il faut lutter contre la gourmandise. Voilà, parce que la gourmandise, elle entraîne le vol et le mensonge. Voilà, et ensuite, quelques années après, la sensualité. Et donc je dirais, les petites filles, il faut les tenir, mais c'est plus facile. Les garçons, il faut éviter les petites filles, il faut pas qu'elles grignotent. Et pour ça, vous devez absolument vous-même vous reprendre et ne pas grignoter. C'est le point faible des femmes, le grignotage. Bien qu'il y ait des hommes qui grignotent aussi. Mais et les garçons, il faut vous regarder ce dont ils ont besoin. Vous les nourrissez bien, mais bah, j'avais une amie qui disait, qu'elle avait été éduquée ainsi. On lui disait: «Il faut toujours sortir de table avec un petit peu de faim». Vous voyez? Parce qu'on tient son corps comme ça, voilà. On n'est pas à sens débridé. Heu Donc on peut, par exemple, tout le monde doit attendre avant de commencer à manger. Voilà, c'est personne ne mange avant le Bénédicité et on doit attendre que maman commence pour pouvoir, pour commencer à manger. Heu, on Par exemple, quand il y a un dessert, eh bien, on n'est pas obligé de manger tout le dessert le jour même. On en mange la moitié pour en manger l'autre moitié le lendemain. On se freine. C'est pas parce que c'est sous les yeux qu'on se sert. C'est l'âge auquel les garçons et ça continue après, hein, les filles se cachent moins, mais les garçons vont dans la remise et vont chaparder, des gâteaux, des chips, des choses comme ça. Vous voyez des choses disparaître. Voilà et il faut être vigilant. Et il faut apprendre aussi à partager sur le plan de la nourriture, il faut apprendre à laisser sa part. Vous voyez, quand il reste un petit quelque chose, ben, je vous invite à le donner au papa. Voilà et quand il reste deux trois parts, eh bien, on dit: «Qui est-ce qui se sacrifie et qui ne prendra pas?» Et quelquefois, c'est toujours les mêmes, hein et donc il faut inciter ceux qui ne le font pas à le faire. Parce qu'il y en a à qui ça coûte moins. Donc il faut aider ceux à qui pour qui c'est plus difficile. Heu, voilà, j'y reviendrai aussi pour la pureté. Il faut apprendre à se lever immédiatement à l'heure fixée à l'avance. Voilà, ça c'est important. Donc ça veut dire que vous êtes levé avant et vous êtes présentable pour vos enfants. Heu voilà, c'est l'âge aussi où vous avez demandé vraiment qu'on se tienne bien à la prière et cetera, vous avez exigé le plus possible. C'est l'âge où on ne peut pas permettre qu'un enfant se tienne mal à la prière. C'est terminé. Alors vous prenez les mesures qu'il faut, mais c'est terminé. Entre 7 et 12 ans, un enfant se tient bien, du début jusqu'à la fin de la prière. Alors faites pas des prières de 3 heures non plus, bien sûr, hein, tout est proportionné et mais sachez aussi que, heu la, comment dire? La réprimande, la correction va aller avec l'âge en s'amenuisant. Donc à cet âge-là, vous leur mettez dans leur chambre, par exemple, des images de chevaliers à genoux, devant un autel. Vous voyez, vous leur racontez, ce que c'est que l'adoubement du chevalier en détail et tout ça et vous leur parlez de la nuit, de la veille de prière et vous leur mettez, par exemple, un chevalier à genoux avec son armure bien lourde comme ça, devant l'autel. Et vous lui dites: «Ben voilà», une fois qu'il a son image, je lui dis: «Beh,
le soir à la prière. Alors, et mon chevalier, il se tient bien? Voilà, vous voyez, vous incitez à la vaillance et toujours avec joie. Il faut essayer de voilà, la réprimande, elle vient quand vraiment l'effet d'entraînement ne marche plus du tout. Vous voyez? C'est vraiment ça devient très, comment dire? Beaucoup plus rare, normalement. Mais parfois, ça devient plus dur aussi, quand même. N'hésitez pas à mettre des images de zouaves pontificaux, des images de saints, de héros dans leur chambre, vous voyez? Aller à la messe tôt le matin avec eux. Ça, c'est ça marque l'enfant, vous voyez? C'est encore la nuit, on va à la messe, qu'avec son papa ou qu'avec sa maman. Ce sont des petites choses, qui marquent l'enfant, vous voyez? Et puis il ne faut pas croire, c'est l'âge, surtout à 10-11 ans, c'est l'âge où pour les garçons, il commence à 11 ans, il commence à y avoir des tentations que le diable va dont le diable va les assaillir. Et le diable est de plus en plus fort parce que comme il est de plus en plus présent dans le monde, nos enfants sont vraiment, sont victimes de ça, il faut bien le dire. Et donc il faut, et les petites filles aussi, il ne faut pas croire, hein, il n'y a pas que les garçons, les petites filles aussi. Et la messe, voilà, on peut parler parler avec lui de la richesse de la Sainte Communion, combien le corps de notre Seigneur lacéré, vous voyez, abîmé, douloureux à l'extrême, se donne à nous et cetera et on explique à quoi sert le corps, vous voyez? Que ce corps doit être, combien il doit être, beau des sacrifices qu'on peut faire, vous voyez? C'est voilà, c'est tout l'idéal, si vous voulez, qui vous voyez, du jeune homme qui s'ancre là. Heu, voilà, il faut que, c'est l'âge aussi où l'enfant doit, donc plus de caprices là, hein, comme je vous disais, par exemple, plus d'entêtement, plus d'impatience non plus. Vous voyez, voilà, il faut vraiment vous montrer du doigt, que voilà, c'est plus possible à cet âge-là d'être impatient, d'être, voilà. Là, il faut que l'enfant prenne sur lui aussi pour les colères, la jalousie. Vous faites attention, voilà, vous lui montrez du doigt. Souvent ça suffit, hein, de dire: «Attention». Et il doit apprendre à supporter aussi les douleurs, voilà, les gênes, les douleurs. Heu je crois que c'est saint Grégoire de Nazianze qui disait: «Je ne suis jamais bien que quand je suis un peu mal». J'ai pas beaucoup de mérite, je l'ai entendu en sermon dimanche dernier, je trouvais ça très beau. Donc voilà, supporter, voilà, on apprend aux petites filles, aux petits garçons à arrêter de pleurer comme ça, tous leurs sous comme ils ont besoin, après une chute, vous voyez? Heu vous avez des enfants aussi qui, après 7 ans, lorsqu'on leur a pris un jeu ou des choses comme ça, ont une sorte de rage qui leur monte, ils sont sanguins, ça désigne une rage. Voilà, il faut leur apprendre à se calmer, à prendre sur eux. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile, hein, de leur faire comprendre et cetera, mais on l'obtient. On l'obtient par la patience, on l'obtient, vraiment. Hem Voilà, bah, c'est un enfant comme c'est l'âge où l'enfant aime beaucoup jouer aux soldats, même les petites filles, eh bien, il y a des techniques très faciles. Heu, on entraîne les enfants, heu, vous avez vu 13 à la douzaine, au coup de sifflet, au coup alors faut pas que ce soit à l'extérieur parce que ça va choquer tout le monde et cetera. Mais vous les menez à la baguette et à la militaire. Mais avec enthousiasme, par jeu. Les enfants s'y prêtent, mais de grand cœur, voilà. Et vous faites passer plein de choses comme ça, vous voyez? La ponctualité, l'obéissance immédiate, la joie dans le sacrifice, voilà. Hem, heu, à cet âge-là, l'enfant vit profondément la vie et la passion de Jésus. Ses émotions sont profondes, hein. Heu, et bien, il faut utiliser ça justement. Il faut montrer toutes les beautés, toutes les souffrances de la vie de Jésus et cetera. Vous voyez, il faut qu'il s'assimile, que Jésus soit son grand modèle, que la Sainte Vierge soit leur grand modèle, vous voyez? Heu, voilà, c'est l'âge où, heu, voilà, globalement dans le jeu, l'enfant apprend à gagner avec modestie. J'y reviendrai, à perdre sans jalousie et à mettre au service d'autrui sa force ou son habileté.
Ça, c'est quelque chose de très beau, hein, qu'ils soient, que les grands aident les petits, vous voyez? Alors dans l'habileté pour les petites filles, hein, on a les grandes apprennent à fermer les boutons, à s'habiller aux plus petits et les grands apprennent, aux plus petits à devenir plus forts. Ils les protègent de leur force, hein, vous voyez? C'est normal qu'un grand frère aille défendre en cours de récréation pendant son petit frère. Bon, la maîtresse va le gronder parce qu'il a été trop violent. En soi, c'est quand même bien. Il ne faut pas qu'il soit trop violent, mais en soi, c'est non seulement normal, mais c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Donc l'enfant doit devenir plus ferme, plus loyal, plus droit et prendre davantage sur lui. Ah, eh bien, écoutez, je vais être obligée de m'arrêter. Et donc la prochaine fois, on verra comment on va aider l'enfant à combattre les péchés capitaux. Vous voyez? Et comment justement à cet âge-là, les péchés capitaux viennent le titiller, sont davantage présents. Voilà. Voilà, monsieur l'abbé, y a-t-il quelque chose à rajouter? De mon point de vue, non, pas du tout. Très bien. Oui. Bon, faut dire que c'est une partie qui est incomplète, hein, qui est juste de 7 à 12 ans sur la partie naturelle seulement. Voilà. Bon, s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà. Soit maintenant pour que tout le monde en profite, soit plus tard ou séparément si je peux être d'une quelconque utilité. Je vais peut-être me permettre d'ajouter que Oui. ceux qui veulent intervenir doivent cliquer sur le micro. Sinon, ça ne marche pas. Il y a des nouveaux qui sont arrivés là. Ah oui, j'ai une question. Faut-il dissuader les filles de jouer à des jeux de garçons et vice-versa? Alors, dans le tout petit âge, c'est moins important, hein, jusqu'à 7 ans. Là, je série vraiment les questions. Je pense qu'il faut inciter, les petites filles à jouer à la poupée, oui. Parce qu'il ne faut pas croire. On demandait les exemples sont toujours frappants quand on les prend entre guillemets «chez l'ennemi». Quand on demandait à Napoléon: «À quel âge doit-on former une bonne mère de famille?» Il disait 20 ans avant. Avant sa naissance, bien sûr. Si vous voulez, la petite fille de 3 ans, déjà, c'est une mère, c'est une future mère, qu'elle soit mère naturellement ou surnaturellement, quelle que soit la destinée que le bon Dieu a sur elle, hein, la vue que le bon Dieu a sur elle. Donc je pense, oui, qu'il faut orienter les jeux des enfants. Et les jeux nous aident à les faire grandir. Et la nature féminine n'est pas la nature masculine. Voilà, c'est bien pour ça que Simone de Beauvoir s'est tellement battue pour essayer d'abîmer ça. C'est parce qu'on le sait très bien, l'âme de la jeune fille, l'âme de la femme n'est pas la même que l'âme de l'homme. Et alors, il est bon quand même de développer, même si j'espère que ça vous choque pas, mais de développer une certaine virilité intérieure des jeunes filles. Bon, c'est beaucoup moins le cas maintenant avec la libération de l'esprit de libération de la femme. Ça a fait évoluer ça. Avant, disons, il y a une centaine d'années, on couvait les jeunes filles, il fallait qu'elles soient délicates, fragiles, toutes fines, etc. On en faisait des maladives, littéralement. Et il fallait toujours qu'elles attirent par leur teint très pâle ou des choses comme ça, leur air langoureux et tout ça. Je crois qu'on est beaucoup revenu de ça. Je pense qu'une fille, justement, quand on regarde, j'avais lu assez longuement, je dois dire, j'étais revenue sur la femme dans la Bible. La femme forte de la Bible. C'est une femme qui a beaucoup de santé et qui cherche pas à être forcément. Il faut qu'elle soit féminine, hein, et délicate. Il ne faut pas qu'on arrive à un manque de délicatesse. Mais c'est une femme quand même qui ne s'écoute pas. Vous voyez, donc moi, les petites filles qui grimpent dans les arbres, ça me choque pas. Vous voyez, jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans même, ça ne me choque pas. Les filles et les garçons peuvent jouer ensemble, mais il y a un âge où il vaut mieux qu'ils évitent de jouer ensemble, loin de nous.
Vous savez, ces cousinades d'été, par exemple, ou même entre frères et sœurs, l'été, quand il reste plus longtemps à jouer, je pense qu'à partir de 7-8 ans, on peut organiser des choses, enfin, en tout cas, faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Et jamais, derrière un buisson, au fond du jardin, ou un endroit où on n'entend pas les conversations. Il faut qu'on puisse entendre fortuitement les conversations sans problème, à tout moment, vous voyez? Ou les voir à tout moment. Voilà. Mais sinon, de manière globale, il est vrai qu'il y a des je pense vraiment qu'il y a des choses des jeux qui favorisent l'âme masculine et des jeux qui favorisent l'âme féminine. Il faut pas hésiter à voilà. Je dis pas qu'il faut pas mettre une machine à coudre, par exemple, dans les mains des garçons. Ça les rend assez habiles. Mais une jeune fille, elle doit savoir s'habiller complètement, tout simplement. Donc il faut qu'elle sache tout faire, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, enfin, si ça correspond à l'âge de la question. Alors, sainte Thérèse, les parents de sainte Thérèse de Lisieux ne lui faisaient jamais de compliments. Mais c'est ce que je vous disais. Je vous l'avais dit, attention aux compliments qui sont des flatteries. Voilà, il ne faut pas flatter ses enfants. Dans la mesure où vous les encouragez, comment dire, vous leur faites un compliment, c'est un compliment qui est sur un point, qui est quelque chose qui plaît à Dieu, vous voyez? Le bon Dieu lui a donné des cheveux d'une certaine texture souple, et cetera, de beaux yeux, et cetera. Bon, ben voilà, c'est fait, vous voyez? Alors que l'enfant a fait un effort, là, vous le complimentez sur l'effort qu'il a fait. Mais les parents de sainte Thérèse ne faisaient pas de compliments sur l'aspect physique de sainte Thérèse, vous voyez? C'est ce qu'elle explique dans ses mémoires, sur des choses pour lesquelles elle n'avait aucun effort à faire, vous voyez? Voilà. Les compliments, il est bon de les faire sur la qualité, la vertu, le fait d'avoir bien fait quelque chose, bien réalisé quelque chose, mais pas sur « oh qu'elle est jolie, qu'elle est charmante, qu'elle est… » etc. Voilà. Et juste pour conclure, je voulais vous dire que l'âge, je l'ai pas assez développé, peut-être que j'aurais dû le développer. Quand l'enfant arrive à l'âge de 10-11 ans, c'est vraiment ce qu'on appelle l'âge charmant. Vous avez appris à l'enfant à être, il est encore préservé de certaines choses, de la dureté du monde et tout ça. Vous l'avez éduqué dans l'amour de Dieu, le respect de lui-même, dans l'effort. Il y a une clarté, une pureté chez l'enfant, une amabilité. En fait, à cet âge-là, l'enfant doit être aimable. Vous voyez? Il doit avoir une certaine bonté, une certaine douceur, vous voyez encore. Voilà, c'est un petit peu la marque des enfants qui ont été bien conduits. Quand on arrive à 10-11 ans et qu'on voit, surtout chez la jeune fille ou bien chez le garçon, on voit cette réserve de l'enfant qui prend sur lui, qui reste discret, qui ne parle pas forcément quand il a envie de parler, qui dit pas tout de suite: «Moi, je veux reprendre du plat», oui. Quand on voit toute cette retenue, tout ça, c'est beau, c'est une belle délicatesse, vous voyez? C'est vraiment à cet âge-là on cueille ce fruit, si vous voulez, vous voyez? De l'enfant aimable. Voilà. Ah oui, sur le fait qu'elle soit bien coiffée. Alors, oui, si, on peut complimenter une petite fille sur le fait qu'elle est bien coiffée si justement elle a attaché ses cheveux. Qu'elle est bien propre parce qu'elle a pris soin de ses vêtements. Oui, mais pas parce qu'elle a de jolis vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est propre parce qu'elle est soignée. Elle est bien coiffée parce qu'elle est soignée, pas parce que forcément sa coiffure est jolie, vous voyez? Voilà, moi bon, je suis très vieille France peut-être, mais je pousse pour que, on attache ses cheveux. Vous verrez à l'âge de 15-16 ans, vous n'y arriverez quasiment plus, hein, mais c'est pas grave. Donc il faut essayer de les attacher pour pas que la petite fille justement, saint Paul disait: si vous pouvez pas vous couvrir la tête, si les femmes peuvent pas se couvrir la tête, qu'elles se rasent les cheveux. Parce qu'en fait, c'est un
c'est une coquetterie. Le cheveu, je vais vous surprendre, mais c'est un peu comme la queue pour le renard ou pour le loup. Ça fait partie du panache, en fait, hein, et donc, il vaut mieux attacher les cheveux. J'y reviendrai comme plus tard, par exemple, il vaut mieux éviter que le garçon ait trop de mèches. On lutte contre ça. On peut pas toujours l'empêcher, hein. Il y a des tempéraments, c'est plus long d'y arriver, et cetera. Mais il y a une petite forme d'orgueil, de petite vanité de base dans la mèche, dans les cheveux lâchés, et cetera. Voilà, donc c'est des petites choses contre lesquelles il faut essayer de prévenir la situation. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous laisse parce qu'il est 22h et que voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Eh bien, je vous dis bonsoir à tous et a priori à la semaine prochaine. Flos Carmeli vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos ad esse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beata